Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui, veille de Classico. On saura après le match, en fonction du score qu'il va produire, s'il est arrivé au meilleur des moments pour nous donner une bouffée d'air frais au milieu de tous ces matchs nuls et polémiques, ou si au contraire, évidemment, il nous enfonce dans la spirale négative qui agace Christophe Galtier, comme il l'a fait savoir hier en conférence de presse. Dans tous les cas, c'est un match alléchant, le meilleur sur la scène nationale pour nous et puis pour les observateurs. Bien sûr, il y a une dimension tactique, en cause les absences, le possible changement de système, mais aussi des Marseillais qui sont joueurs dans le 3-4-2-1 que l'on connaît aussi. Alors installez-vous, on va parler de tous ces enjeux dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit, on va mettre en avant la boutique idéale si vous cherchez des maillots pas chers du tout, non authentiques bien sûr, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des écussons, des sigles Nike, des coutures aussi. Vous pouvez assortir votre commande avec shorts, chaussettes ou tous les badges possibles et imaginables. Ça taille petit, donc petit conseil, n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus. Il y a aussi des tailles enfants si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. La livraison est gratuite à partir de 79 € d'achat. Sachez que pour les délais, comptez 3 semaines plus ou moins, dans les deux cas. Ça peut être moins comme un petit peu plus. Et le petit code promo qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique. Il y a le PSG, bien sûr, d'autres clubs et des survêtements aussi. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Ça fait 48 heures qu'il ne s'est rien passé en négatif autour du club. La préparation de ce Classico a été à peu près normale, avec pour seule interrogation la présence de Lionel Messi ou non, qui est confirmée aujourd'hui. Le seul qui n'était pas content, c'était Galtier en conférence de presse hier, à juste titre, et on y reviendra plus tard dans la vidéo. On a même eu le droit à une belle story Instagram de Mbappé, avec un discours mobilisateur. Il est beau comme un camion, comme sur les vidéos que le club a partagées sur les réseaux, qui évidemment nous montrent toute la bonne ambiance au sein du groupe. Ça rigole, ça se charrie avec Mbappé qui est mis en avant. Les médias qui ont d'ailleurs signalé que le groupe est particulièrement hermétique à tout ce qui se passe en dehors du camp des loges. En gros, les polémiques n'atteignent pas les joueurs, ça ne les touche pas, ça ne modifie pas l'ambiance qui est plutôt bonne et la motivation. Donc ça fait plaisir, c'est à noter et on espère que ça va se traduire sur le terrain parce que ces derniers temps, c'est pas vraiment le cas. Commençons par Christophe Galtier, parce que cette séquence était complètement lunaire en conférence de presse. Je crois qu'hier, il a vraiment compris où est-ce qu'il a mis les pieds, comme sur l'affaire du char à voile, évidemment. Il arrive en conf, il fait un discours de 3 minutes, une vraie tirade, où il dit en gros qu'il en a ras-le-bol de parler 1 minute 30 de foot sur 15 minutes de conférence de presse à chaque fois, à juste titre, parce qu'en plus c'est quelqu'un qui est de bonne composition, tu peux lui poser n'importe quelle question tactique, il va te répondre. En fait, il va pas être comme Pochettino. Pochettino prenait de haut les journalistes avec tout le temps des réponses bidons en fait. C'était carrément l'irrespect pour le travail de journaliste ou même pour les supporters qui n'avaient aucune réponse à leurs questions. Là, Galtier, c'est quelqu'un qui va prendre le temps de te développer sa réponse, le fil de sa pensée. Donc au mois d'août, comme il n'y avait pas trop de polémiques, c'était le cas, mais là, depuis les polémiques, on lui parle vraiment plus de terrain, donc il en avait marre. Question suivante, le journaliste lui dit « Bonjour Christophe, je ne vais pas vous parler de football ». Et là, j'ai cru qu'il allait péter un plomb, qu'il allait vraiment arracher la table, prendre la porte, se casser. Et vraiment, si j'étais lui, c'est ce que j'aurais fait, parce que c'est absolument lunaire. Alors, il y a différentes dimensions dans cette histoire. On ne peut pas prendre qu'un seul parti. D'un côté, tu as Christophe Galtier, tu peux comprendre, parce qu'il est arrivé avec une quête absolue de légitimité, et pour ça, il est obligé en conférence de presse d'être de bonne composition en fait, créer un vrai lien avec les supporters, parce que c'est la première fois qu'il découvre un grand club. Il a aussi la question qu'il est marseillais, tu vois ce que je veux dire, c'était évidemment une question à la une de l'actualité quand il a signé. Aujourd'hui, on l'a complètement oublié, à cause des polémiques et tout le bordel. C'est même pas sorti une seule fois avant ce fameux Classico. Bref, là n'est pas le sujet. Mais dans tous les cas, il a plutôt bien géré son exercice de communication, en parlant vraiment sans langue de bois. Dans ses confs, je dirais qu'il y a 80% de vrai, 20% de faux, parce qu'évidemment, des fois, tu es obligé de faire des bobards, c'est obligatoire. Dans les grands clubs, il faut faire de la langue de bois. Et d'ailleurs, je reprochais à Galtier dans ma vidéo avec Mbappé de parfois placer le curseur un petit peu trop loin dans la vérité. En gros, il en dit trop par moment, comme sur le mercato. Tu comprends très rapidement au fil de ses conférences de presse que le but, c'était de faire partir Neymar pour signer un neuf et l'aligner avec Kylian Mbappé. Là, il en a clairement dit trop. Il n'a pas
pris la mesure en fait du poste où il était. C'est comme avec le char à voile. C'est évidemment une erreur de débutant, si on peut dire, pour caricaturer, parce que c'est sa première expérience sur un gros banc, gratin européen, avec la médiatisation et tout le bordel. Le PSG en plus, c'est un contexte inédit là-dedans. On peut même pas comparer avec Tourelle, Pochettino et tout ça, parce que Galtier a une masse de polémiques et d'affaires puantes autour de son métier, qui est vraiment inégalé sur l'RQSI. Hein. Mais tout ce que Emery, Tourelle, Pochettino ont eu à gérer à côté, c'est du flan, c'est du beurre absolu, parce que là, c'est du délire total. Bref, donc il s'est plaint. D'un côté, il en dit trop. De l'autre, il est de bonne composition. Et ça peut être regrettable. Évidemment, les journalistes... Enfin, tu te dis, mais pourquoi ils sont accrédités à ces conférences de presse, quoi? Enfin, qui sont ces mecs? Laissez la place à ceux qui vont venir lui poser des questions sur le foot, l'état de forme, les rôles de chacun, parce que venir en conf pour demander si l'atmosphère est bonne, si un tel est prêt ou tout le bordel, ben, ça sert à rien du tout, quoi. Autant que Galtier fasse une vidéo YouTube avec son téléphone chaque semaine, quoi. C'est ridicule complètement, bien évidemment. Mais de l'autre côté, pour cette semaine, je trouve que tu peux entendre les gens qui vont te dire, bah ouais, mais là, pour hier, enfin, cette semaine, c'est pas comme les autres semaines. Là, c'est pas le char à voile, c'est pas l'écologie, c'est pas les histoires de Nasser ou du Qatar. C'est le meilleur joueur du PSG depuis 2 ans qui a fait filtrer à la presse entière dans le monde qu'il veut se casser le plus vite possible, en fait. Donc c'est évident que les journalistes, ils vont pas venir pour demander si un tel va jouer à la place d'un tel, quoi. Si Pablo Sarabia est prêt à démarrer le Classico. Non, là, à un moment donné, c'est vrai que pour hier, il y avait une excuse pour les journalistes qui peut s'entendre. Je voulais juste le souligner. Et puis aussi, la responsabilité du club. Franchement, parce que l'entraîneur aujourd'hui est le seul relais médiatique quand tu es journaliste, même quand tu es supporter. C'est le seul qu'on entend. Les joueurs fuient la zone mixte. Ils font juste des posts Instagram. Que Dieu nous protège et nous bénisse, Neymar, avant chaque match. Luis Campos, bon, on l'a entendu sur RMC et avant le match contre Benfica. De toute façon, avant le match contre Benfica, c'était obligé. On a d'ailleurs eu le club qui a fait le démenti communiqué officiel à la mi-temps du match. Bon, bref, ça c'était encore malvenu. Nasser, il aurait pu porter ses couilles et parler. On l'a pas entendu du tout. D'ailleurs, lui, on l'entend qu'une seule fois par an. Enfin, deux quand on a l'élimination, puisqu'il parle après le match de l'élimination. Mais en tout cas, le rendez-vous fixe, c'est en juin. Toutes les années, en juin, il donne sa fameuse interview, un coup à l'équipe, un coup à France Football. Cette année, c'était Le Parisien et Marca en Espagne, où il nous fait son blabla. Et j'aimerais faire un lien avec Mbappé, je terminerai. Mbappé, il a cru aux promesses de Nasser, mais pardonnez-moi. Exemple, quand t'es supporter, chaque année, il nous bassine avec les histoires de c'est fini le bling-bling. Maintenant, c'est l'institution au-dessus des joueurs. Cette année, c'était la fin des paillettes et puis construire un effectif jeune avec des mecs d'Île-de-France. Résultat, une semaine après, tu nommes Christophe Galtier, Marseillais de naissance, au poste d'entraîneur. Bah, pardonnez-moi du ridicule, quoi. Tu crées une colonie de Portugais et d'Espagnols dans ton vestiaire, où tu annonces publiquement à tes supporters que tu vas faire francilien. Bon, bref, chaque année, on est lésé par ces mensonges, ces interviews, et on le savait tous, en fait. Et c'est pour ça que Mbappé, je comprends pas ces histoires de promesses, parce que, autre exemple, Marco Verratti. Enfin, Mbappé, il a cru qu'on allait faire en attaque ce qu'on n'a pas fait à Marco Verratti depuis 2017, à savoir le mettre dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que le mec, ça fait 5 ans qu'il joue avec des morts vivants, et il a cru que pour Mbappé, on allait faire l'inverse. Enfin, pardonnez-moi, c'est ridicule, c'est ridicule. On sait tous que Nasser, c'est quelqu'un qui ment, tout simplement. Voilà, c'est évident, c'est évident. Alors après, se pose aussi la question de son poste. Bon bref, on est là pour parler de PSG-OM, parce que, bon, c'est un classico, vous connaissez tout le tralala. C'est aussi un match à enjeu au classement, parce qu'on en a un petit peu marre de mettre l'équipe type à chaque fois, on aimerait bien faire tourner, et au mois de septembre, Galtier avait quand même l'excuse de l'OM qui avait tout simplement autant de points que nous. Depuis, ils en ont lâché, c'est même Lorient qui est notre dauphin du point de vue comptable, on a 26 points, Lorient 25 et l'OM 23, voilà, avec 11 buts de différence à la différence de but. Après, on a Lens qui sont à 21, Monaco à 20, donc c'est très serré. Ça fait plaisir, mais on aimerait quand même prendre le large rapidement parce que on a des échéances, quoi. Nous, on joue un petit peu tous les 3 jours. Carlos Soler, Hugo Ekitike, c'est sympa, mais on aimerait bien quand même qu'ils jouent dans des conditions un petit peu moins pressurisées, quoi, avec moins de pression, quoi. Parce que bon, si à chaque fois il faut faire le résultat, il faut gagner 3-0 parce qu'on a notre dauphin qui a pris 3 points plus tôt dans la journée, c'est un peu compliqué, quoi. Faut pas trop en demander à nos sénateurs du camp des loges. Bref. Dans tous les cas, PSG, 3 matchs nuls consécutifs.
OM, alors certes en Ligue 1, défaite contre Ajaccio la semaine dernière, mais en Ligue des Champions, 2 victoires consécutives. Et oui, jamais j'aurais pensé dire ça, mais ils ont pris 6 points sur 6 contre le Sporting, qui les ont bien aidés, le gardien à l'aller avec son rouge. Cette semaine, ils ont pris 2 rouges, les Portugais, pour la victoire 2-0 de l'OM, qui était acquise à la mi-temps d'ailleurs. Ils ont joué mercredi, fait à signaler, 24 heures de moins pour se reposer et préparer le Classico. En plus, ils se déplacent au parc, donc ça peut peut-être jouer parce qu'en plus c'est une équipe qui devrait se livrer. Alors, la saison dernière avec Sampaoli, c'était pas du tout le cas, ils étaient très frileux. Là, je pense qu'avec Tudor, ce sera pas le cas. Donc, si à la 50e minute, vous les voyez dans le creux physiquement, vous penserez à ces deux facteurs, le déplacement et le fait qu'ils aient joué 24 heures après nous en Ligue des Champions, qui émotionnellement, bien sûr, demande une débauche d'énergie bien plus grande, tout simplement, que la Ligue 1 en général, pas d'un classico. 3-4-2-1, ouais, on peut dire ça. Avec Nuno, le faux Nuno à gauche, Klose à droite. C'est Verretou Rongier, je crois, le double pivot. Ensuite, Alexis Sanchez, accompagné, je pense que ce sera Guendouzi et Harit, une ligne donc à 3 derrière, et puis leur gardien. Est-ce que le PSG va changer de système? C'est la question. Est-ce qu'il faut changer? Et là, il y a un inconnu, c'est Juan Bernat qui n'a pas participé à la séance d'entraînement de vendredi. Visiblement, il y avait quand même de l'optimisme. Messi est là, donc ça, c'est encore à prendre en compte. Je pense que là, le système à 3, bon, si Bernat est apte, bon, tu peux commencer avec, mais ça reste quand même un petit peu compliqué, sachant que tu as Ramos qui a pris 3 matchs, dont un avec sursis, alors que l'arbitre de Reims PSG n'a même pas noté d'insulte dans son rapport. Enfin, c'est juste lamentable. 3 matchs, dont un avec sursis. Bref, on a Mukiele. Donc si tu te mets à 3, tu peux faire Mukiele numériquement à la place de Sergio Ramos, ce qui te permet d'instaurer de la continuité. Mais enfin là, vu l'état de nos matchs, le contenu qu'on propose dans ce système-là, il faudrait peut-être penser à autre chose. On a tous en tête le 4-3-3, qui rajoute de la densité au milieu de terrain, avec un milieu à 3. Moi, je pense plus au 4-4-2. Parce que Christophe Galtier, déjà, c'est le système qu'il a évoqué par lui-même en conférence de presse hier. Ça veut dire ce que ça veut dire. Surtout un système qu'il maîtrise, bien évidemment. Alors, ce serait dans un autre registre. Il ne va pas mettre son 4-4-2 ultra défensif qu'il a mis à Nice, qui a fait chier les Niçois pendant un an, au PSG. Parce que là, le 4-4-2, le but, c'est de faire jouer les 3 de devant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce serait peut-être un 4-4-2 à aligner, avec donc Donnarumma, une défense Danilo, Marquinhos dans l'axe, Mukiele à droite, avec Juan Bernat. Peut-être faire un espèce de système asymétrique comme faisait Tourelle à l'époque des 4 Fantastiques, c'est-à-dire Mukiele donc, qui crée une ligne à 3 pour que Bernat puisse monter, tout simplement devant. Mais attention, l'OM attaque en nombre, prend aussi la profondeur. Donc pour l'attaque de la largeur, je pense sincèrement que le 4-4-2 avec 2 lignes resserré, c'est la bonne solution pour ce classico, parce que du coup, ta largeur, tu as un petit peu moins, tu as les intervalles qui sont plus resserrés, des joueurs qui sont un petit peu plus à l'aise. Globalement, tu que Mukiele qui serait pas très bien. Bernat, pour gérer par exemple son duel avec Klose, c'est quand même pas rien, c'est un bon client, sera plus à l'aise que dans le système à 3. Devant, Verratti, Vitinha, pas de problème. À gauche, Neymar. Comme je disais, faire un système asymétrique, ça permettrait du coup à Neymar de revenir dans l'axe pour laisser la largeur et le couloir à Juan Bernat, parce que globalement, ce serait le perdant de ce 4-4 de Neymar. Ce 4-4-2, je mets Neymar à gauche sur le papier, mais bien sûr que c'est pas un rôle qui lui convient. Il faut qu'il soit dans l'axe. Et je fais ça pour mettre Messi aux côtés de Mbappé, parce que s'il y en a vraiment un qui a besoin d'être dans ce rôle de faux numéro 9, c'est Messi. Donc vous l'avez compris, devant Mbappé sur le côté gauche, pour se connecter avec Bernat, avec évidemment Messi aussi, et Achraf Hakimi. Pour demain, il y a Renato Sanchez, qui a fait son retour dans le groupe, c'est à signaler. Bon, je pense qu'on a tous compris qu'il ne faut pas compter sur lui au vu de son début de saison, mais Galtier l'a déjà fait, dans le 4-4-2, le mettre en milieu droit, je pense aussi que ça peut être une solution, parce que du coup, ça te fait ton 4-4-2, qui met un petit peu plus à l'aise qu'un 4-3-3 tes attaquants, et te permet d'avoir la densité nécessaire aussi au milieu de terrain, puisqu'il peut coulisser et se mettre sur la même ligne que Verratti et Vitinha. Donc moi, je serais plus un apôtre du 4-4-2 si on change de système, parce que, bien évidemment, ça va partir à 3 de toute façon. Je pense que Galtier va partir avec la MNM devant et puis juste Mukiele à la place de Sergio Ramos.
en défense centrale. Problème, si t'en as un qui se pète, bah t'es obligé de changer de système. Je suis pas sûr que tu vas mettre Bichabu, à moins que tu mettes Pablo Sarabia en piston, mais bon, ça m'étonnerait quand même. C'est quand même compliqué, hein. T'as Nuno qui va parvenir avant 3-4 matchs. Kimpembe, pareil, il faut attendre le match d'après. Enfin, si, il reste le Classico, Ajaccio, Maccabi Haïfa, et normalement. Attendez, c'est contre qui qu'on joue le 29 octobre? Oh, je sais plus. Je sais qu'on joue Auxerre pour le dernier match. On a la Juventus le 2 novembre. Et le 29 octobre, c'est à 17h. Bah, j'ai complètement oublié. Je crois que c'est Angers, mais j'en suis absolument pas certain. Bref, dans tous les cas, c'est un petit peu complicado là au PSG. Je suis apôtre du 4-4-2. Voilà. L'OM qui joue donc la profondeur avec un pressing intéressant. Je pense qu'ils vont se livrer, mais ils ont quand même une ligne à 3 derrière. Bappé, par exemple, n'aime pas trop jouer face à ces systèmes à 3 défenseurs qui permet de faire un marquage individuel sur lui, tout simplement. On va voir comment ça va se passer. Bon, notons pour lui que cette histoire de départ est que bénéfique sur ses performances. Parce que Bappé, de toute façon, il n'est jamais aussi fort que lorsque ça parle de lui extra-sportivement. Enfin, l'année dernière, je ne sais pas si on a pris la mesure en fait de la saison qu'il a sortie, alors que le mec voulait se barrer en fait. Alors que le mec a été retenu. Au mois d'août dernier, il claquait des doublés à chaque match, alors qu'il attendait juste une chose, prendre son avion pour Madrid. Et après, il est revenu en septembre, mais le professionnalisme est extraordinaire en fait. Pareil, mardi contre Benfica, il fait pas un match extraordinaire. Enfin, s'il met sa reprise en fin de match où il est hors jeu, là oui, ça aurait été un match extraordinaire parce que doublé, but dans le jeu qui te donne la victoire. Il met quand même un penalty, c'est le Parisien le plus dangereux offensivement. Il faut quand même avoir un sacré degré de professionnalisme et de couille bien évidemment pour faire ça. Donc, il m'inquiète pas en fait. Le retour de Messi, bon. Le problème, c'est qu'en fait, Messi, il illustre un petit peu la tendance à laquelle il va falloir se faire, qui va sûrement, je pense, nous énerver. Là, maintenant, les joueurs vont jouer à reculons parce qu'on entre dans, évidemment, le gong de la Coupe du Monde. Hein. Donc, dès qu'ils vont avoir un petit coup, les mecs vont se rouler, vont demander le changement et vont avoir peur pour leur place avec leur sélection. Donc, Messi-Neymar, ça risque d'être ça. Enfin, même si Neymar n'a pas à montrer l'inverse contre le Benfica en portant le ballon trop de fois. Donc Messi, à voir si ce sera un Messi à reculons ou un Messi pleinement investi, puisque ça disait dans les médias qu'il prendra aucun risque par rapport à la Coupe du Monde. Neymar, bon, j'espère qu'il va évoluer un petit peu plus haut que cette semaine pour qu'il refasse un petit peu des statistiques. On rappelle qu'au dernier Classico, il avait mis un beau but, là. Vous vous souvenez de cette espèce de reprise en extension. Alors certains ont dit que c'était un geste plus chanceux que maîtrisé, mais il avait fait un bon match. C'était au début de la rédemption. Hein. On rappelle que c'est pas que depuis le début de saison qu'il est bon, mais globalement, en fait, depuis son retour de blessure, son année 2022 est correcte d'un point de vue statistique. La double confrontation contre le Real Madrid, il est passeur sur les 2 buts qu'on met. Voilà, il est passeur décisif. Hein. Bon, et puis au retour, il fait quand même une belle première mi-temps assez consistante. Bref, Verratti, Vitinha n'ont pas fait leur pire match hein, contre Benfica, donc j'en attends pas grand chose. Peut-être Marquinhos, ouais, faire son match un petit peu référence du début de la saison. Voilà. Et puis Bernat aussi, parce que en revoyant le match, j'ai un petit peu plus nuancé. Hein. J'étais content qu'il ait un penalty contre le Benfica, mais globalement, il n'y a que ça à tirer de son match. Bonne soirée à tous, hein. Bon match demain, on se retrouvera pour le débrief bien évidemment. Et puis prenez soin de vous avant tout. Allez Paris, ciao les amis.